lui qui n'a pas une attitude belliqueuse. Mais après, tout ce qu'il a dit, c'est quoi? Il ne peut pas avoir un même dialogue avec des Congolais qui ont une nationalité douteuse. Il ouvre lui-même d'autres brèches qui devaient déjà être fermées. C'est pourquoi la communication du chef doit être concentrée sur ce qu'il avait dit seulement dans la salle et tout le monde se jette à l'eau pour retravailler cette communication dans la population. Pas la rejeter, pas la rechigner, mais la retravailler et la canaliser comme Diana venait de le faire. Il a canalisé selon lui ce que le patron du Congo a dit face au Rwanda. Mais il n'a pas fui les réels problèmes. Il a même dit qu'attention, ce prétexte de Kagame, c'est parce qu'il y a ça. Mais les autres refusent d'admettre. Aujourd'hui, Kinshasa a choisi une approche, c'est comme j'ai dit, militairement, n'ayant pas toutes les cartes en main pour pouvoir engager quoi que ce soit. Kinshasa a choisi une approche diplomatique. Les convenances power aujourd'hui, c'est d'utiliser un État puissant qui a de l'influence sur nous et sur le Rwanda pour arriver à trouver un compromis. Les États-Unis, dans sa gestion du conflit, a estimé que, puisque dans le narratif congolais, c'est qu'il y a l'influence rwandaise qui justifie certains faits, on va externaliser l'approche rwandaise, donc les considérations d'ordre étatique, et les considérations d'ordre sécuritaire, on le gérera différemment. J'ai entendu quelqu'un dire ici, non, le Doha, c'est... Oui, mais effectivement, depuis toujours, Doha cherchait la médiation qu'Kinshasa ne lui avait pas donnée. Si aujourd'hui Kinshasa se retrouve à Doha, c'est par l'influence des États-Unis. Parce qu'on sait que dans la plupart des cas, quand ils interviennent, c'est souvent pour des considérations d'ordre économique. Et Doha en perd suffisamment aujourd'hui parce que c'était un État qui gagnait suffisamment dans ses accords bilatéraux avec le Rwanda, notamment dans les approches commerciales. Maintenant, on est à un niveau où la méthode semble présenter quelques éléments de faiblesse. C'est quoi les éléments de faiblesse? La capacité des contraintes. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit, lors de la signature de l'accord de principe, les États-Unis ont pesé de tout leur poids pour contraindre le Rwanda à arriver à poser la signature. Maintenant, la gestion des autres cas, après, les effets d'après, aujourd'hui posent un problème. Il suffit de regarder la posture de Boulos pour se rendre compte que finalement, même l'homme semble être un tout petit peu épuisé, et même dans son discours, il devient un peu plus modéré que rassurant qu'il était au départ. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Incélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables.
Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Incélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le Global Gateway qui s'est tenu du 9 au 10 octobre 2025 à Bruxelles a révélé bien de choses sur la nature et même la dynamique du conflit qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda voisin, représentant leurs pays respectifs à ces forums d'investissement économique. Le chef d'État congolais et rwandais se sont ouvertement exprimés sur cette tribune internationale, si c'était l'occasion pour les uns de tirer un trait sur le passé, du moins de se tolérer. Les autres se sont, par leur discours, royalement moqués de la démarche ou encore de la politique irénique de la République démocratique du Congo. Nous aurons encore tout le temps de revenir sur ce grand moment. Et même après l'échange que le président de la République a eu avec la diaspora de Bruxelles, oui, on y reviendra, de mots ou encore de phrases qui ont qui sont sorties de la bouche du président de la République, ont tiré l'ire de Congolais. On parlera également de l'appel lancé au FDLR pour déposer les armes. Comment la RDC doit-elle y aller? Quelles sont les garanties dont dispose la RDC pour parvenir à cette fin? On analyse avec les éminents confrères qui sont avec nous sur ces plateaux. Et puis on parlera du faux document, vrai faux document en circulation parlant de la réhabilitation du gouverneur Jacques Kabula à son poste au niveau de la province du Haut-Katanga. Vous faites bien de nous choisir, soyez les bienvenus. Et nous espérons que nous aurons passé un excellent moment de télé avec vous. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Thierry Mukelekele. Comment allez-vous? Merci. Dieu fait grâce et Dieu nous prête vie. Je salue tous ceux-là qui sont branchés sur Politicon et bien sûr tout le monde qui, des fois, présente des extraits dans les TikTok, un peu dans le YouTube, dans le WhatsApp. Je les remercie pour cette promotion de notre plateau Politicon, Ligne Rouge. Et j'encourage toujours nos amis dans le monde entier qui nous suivent, ceux de l'Australie, des États-Unis, de la Belgique, Afrique du Sud, le Cameroun, n'en parlons pas, l'Angola. Bref, tous les amis TikTokers, YouTubers dans le monde. En tout cas, merci beaucoup. Et
La santé, ça va très bien. J'ai on le beaucoup remarque. amélioré, oui. Je suis à plus de 90%. La santé va vraiment au mieux. Je commence à résister avec les chaussures. Je peux faire maintenant une bonne marche. Mais je rate plus l'église parce que à l'église, on est obligé de rester pendant plusieurs temps sans rien dire, peut-être amen. Mais tandis que comme ça, je parle, j'oublie un peu mes souffrances. Donc je prie à ce que j'arrive au temps où je peux rester pendant un moment sans rien faire, juste sur la parole de Dieu. Ça va beaucoup m'aider parce que la douleur, je la supporte. Mais la souffrance, je n'arrive pas à supporter. J'ai compris la différence entre la maladie, la douleur et la souffrance. Quand quelqu'un souffre, c'est beaucoup plus atroce que quand quelqu'un a une douleur. Une douleur passe. Elle est passagère. Ouais. Mais quand vous souffrez, vous n'expliquez pas exactement. Et des fois, ça vous énerve même que madame vous dit, mais je vois que ça vous énerve. Les enfants vous énervent et tout et tout. Alors cette période-là est en train de passer. C'est ce qui me réconforte. Et j'ose croire que peut-être le dimanche prochain, je pourrai reprendre l'église pour louer l'État. Nous sommes très contents de vous retrouver au mieux de vos capacités. Merci. On a aussi sur ce plateau en face de vous le jeune pertinent, c'est lui dont plusieurs s'inspirent désormais. Mike Gardidiana. Soyez les bienvenus, chers confrères. C'est un immense plaisir et un honneur de vous retrouver. Merci Gédéon, c'est toujours un honneur de répondre à cette invitation. Salutations à Thierry Mukelekele. Merci bien. À qui on souhaite tout le meilleur du monde. Merci. Mais également à ceux qui nous suivent en cet instant. La situation économique, les Quinois s'en plaignent. Ah, du Quinois. À un moment, comment vous expliquez je pensais que vous voulez parler de la situation économique. Intenable. Ma situation économique, ok. Ne vous en faites pas assez. Vous êtes mieux loti en ce genre de questions. Comment vous expliquez ce qui se passe? Non, mais je crois qu'à un moment donné, je l'ai déjà dit au départ, il y a l'interventionnisme de la Banque centrale, mais également avec une politique coordonnée avec l'État. Mais après, quand vous êtes un marché à forte propension vers l'informel, surtout dans le secteur monétaire, avec la forte spéculation qui existe ici, je crois que la Banque centrale commence à rater un peu la coche. Et il faut se ressaisir très vite parce que le taux officiel jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, c'est 23,9. Mais que malheureusement... Le taux de la Banque centrale. Et le taux officiel du dollar maintenant, de 1 dollar s'échange à 2300 francs congolais. Curieusement, si vous arrivez chez ce que nous on appelle des changeurs, des opérateurs de monnaie, pour la plupart non certifiés dans la grande majorité, on vous prend à 17, 18, et ça c'est de l'arnaque. C'est ce qu'on appelle cette spéculation atteint un pic. La Banque centrale doit très vite se ressaisir et engager des opérations de contrôle pour ne pas arnaquer parce que la conséquence, ce qu'on ne dit pas souvent aux gens, c'est que quand vous affectez de manière négative comme ça la monnaie, vous réduisez la consommation. Quand vous réduisez la consommation, vous réduisez également la capacité de mobilisation de société. Quand vous réduisez la capacité de production de société, vous réduisez également les marges de l'État. Ça veut dire que quelqu'un qui gagnait à la fin une marge de 1 milliard ne sait pas le faire. Or, le système fiscal se base sur le terme de pourcentage de revenus. Ça voudrait dire que même l'État risque de moins collecter que d'habitude. Et c'est ça la grande difficulté. Je crois qu'il y a lieu, et c'est le moment que la Banque centrale arrive. Ce qui a été fait jusqu'ici était bien. Maintenant, le problème, c'est que ça part un peu en cacahuète. Il faut très vite se ressaisir pour éviter que ces oiseaux des mauvais augures, c'est-à-dire ceux qui surfent sur cette spéculation, puissent déranger sérieusement la bourse de Congolais. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire urgemment. C'est la grande question que d'aucuns se posent, jusqu'où ira cette tendance? Comme je dis, la tendance ira jusqu'à la responsabilité des autorités qui sont censées réguler le marché. Ils sont partis sur une approche, vous savez, la grande difficulté, c'est vous partez sur un système de régulation ponctuel, mais que les effets induits, vous ne prenez pas le soin de prévenir. C'est là où il y a la difficulté. Quant aux réformes, je crois que je veux me servir de l'exemple de, si j'ai encore bonne mémoire, 2012. On est parti sur cette idée-là de pouvoir, l'idée de stabiliser le taux de la monnaie. Mais après, le simple changement, cette simple variation a fait que les gens en ont profité pour pouvoir rançonner les autres. Pourquoi? Parce que, je me répète un peu, la plupart des opérateurs de monnaie qui sont dans nos coins ici, c'est des gens non certifiés, c'est des gens qui sont dans l'informel, qui sont capitalistes, c'est des gens qui profitent de la moindre occasion pour pouvoir se refaire un peu plus d'argent.
Et ça, je crois que la Banque centrale doit très vite régler ces problèmes au risque de créer une forme d'implosion sociale. Parce que si vous voulez toucher à la vie d'une population, toucher à sa bourse, vous verrez que vous êtes capable de créer des monstres à ces niveaux-là. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura organisé une émission beaucoup plus élaborée pour parler économie, finance. Ça serait toujours plaisir. Je débat sur la société. Je commence à beaucoup préférer rester sur ces secteurs-là que les débats politiques qui deviennent de plus en plus des incantations, en fait. Des gens qui, chacun vient dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a rêvé le matin, et puis le principe tient presque plus, et puis c'est devenu trop des questions d'ordre personnel, ou à la limite des résonances de politique. Eux qui ont compris les jeux, à cause de la crise des politiques, ils savent que ne bénéficiant plus de cette approche d'image avec la population, par procuration, on envoie d'autres personnes qui disent exactement ce qu'ils ont envie de dire, mais différemment. C'est pas mauvais, mais à ces moments-là, assumez-vous en tant que communicateur d'un camp politique, et quand vous arrivez, mettez un peu de la forme, parce que même la communication, le plus important, c'est pas d'émettre un message, le plus important, c'est de quelle manière ce message est perçu, et qu'est-ce que les gens retiennent de cela. Et malheureusement, pour chuter, c'est les défauts que j'ai vus avec les politiques aujourd'hui, c'est que le réseau social a fini par tronquer un tout petit peu l'image, l'approche de la communication. Aujourd'hui, la course à la gonflette de chiffres, il suffit. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des gens qui commencent à gagner des marchés de communication, c'est un gars qui a quoi, 100K, 70. Parfois, on ne sait pas que derrière les 100K, le problème n'est pas d'émettre et d'atteindre à 100K. La crédibilité. Le problème, c'est la crédibilité et la réaction derrière. Qu'est-ce qu'on recolle comme réaction? Il y a des gens, ils peuvent faire 100K. Par curiosité, les gens disent, chez lui, il y a rien de crédible ne peut sortir de lui. Vous voyez un peu. Ce souci de l'absence de l'interactivité et surtout ces caractères bancals qu'on donne à la communication, c'est qu'ils sont devenus sourds. Quand il sait que je vais appeler, bon, je sais que Gédéon ne le fera pas, j'appelle Gédéon à 100K, il mettra là-bas et puis bah ça, c'est cher politique. Le terrain où vous êtes, ce n'est pas du corporate. Le problème n'est pas que vous soyez vu, le problème c'est que vous soyez écouté. De lors que la population n'est pas consommatrice de l'action publique, ne vous en faites pas. Ce que vous faites là, c'est du pipeau. Parce qu'une communication qui ne sait pas vous établir dans les temps et dans l'espace, ce n'est pas de la communication, c'est du simple marketing raté. Est-ce qu'il participe aussi, ou bien cet état de choses participe aussi de l'éducation de chacun de nous? Si c'est cela, on s'est dit, eh bien, le mal s'est métastasé. Ça, c'est la première question sur ce que Diana a dit tout à l'heure. Et aussi l'incidence sur le panier de la ménagère quand le franc congolais s'est déprécié face au dollar. C'est laquelle aujourd'hui? Bien. Aujourd'hui, on est dans l'inverse. C'est le dollar qui s'est déprécié face au franc congolais. C'est le dollar qui s'est déprécié face au franc congolais. Alors, le danger, c'est quoi pour rejoindre Diane? Quand nous étions à 2850, 2900, j'achetais mon produit pharmaceutique à 11 000. C'est-à-dire que si j'échange $10, je pouvais avoir 2 plaquettes de mon produit contre les chaleurs que j'ai. Mais en moins de 5 jours, mes $10 le week-end valaient 19 000. Donc, ce n'était plus possible que j'achète 2 plaquettes en moins de 5 jours. Voyez-vous? J'achetais toujours mon savon Synthol à 3 500 quand le dollar était à 2 900. Mais ailleurs, j'ai vu, on est arrivé à 2 800, le savon Synthol, mais le dollar est à 2 000, deux fois à 19. Vous comprenez? Ce qui veut dire, si je donne à mon épouse $10, elle a les 29 000, elle fait le marché, elle amène quelque chose que nous pouvons partager 6 à 7 personnes. Mais ce matin, si je donne à mon épouse $10, on ne sera pas partagé à 7-6 personnes. C'est ça un peu la compréhension simple. Au moins la personne qui avait les francs pendant tout ce temps ne s'en tirait pas. Malheureusement. Au contraire, lui, il gagnerait beaucoup plus Voilà. parce que sa bourse double. Sa Celui bourse qui est payé en double. francs congolais, Voilà. qui avait 400 000 aujourd'hui, se retrouve avec $200. Tout à fait. Alors, il y a, En dans indexation. certains supermarchés, on refuse carrément de faire cette transaction-là. Dans d'autres supermarchés, si vous enlevez $100
et que vous dites donnez-moi 50 en dollars, 50 en francs, On refuse catégoriquement. on refuse catégoriquement. Mm. On préfère, quand vous touchez 10 dollars pour vos achats, on vous retourne 90 ou 95 dollars si vous avez acheté des trucs à 5 dollars. Aujourd'hui, on va vous retourner 95 dollars. Pourquoi ils refusent? Parce que la monnaie n'est C'est pas ce que stable. Diana venait d'éclairer. L'État doit vraiment veiller à ce coup de boule Que de le nos taux amis d'échange soit cambistes. stable. De nos amis cambistes. Parce que dans le supermarché, ça va un peu, mais dans les marchés à la sauvette, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas avancer avec votre argent en dollars. Autrefois, il n'y a pas une semaine, vous pouviez entrer au marché avec 10 dollars. La maman va prendre les 10 dollars et vous retourne le reste en francs. Mais aujourd'hui, quand vous allez avec 10 dollars au marché, c'est un problème. La sentinelle de notre bâtiment touche 15 dollars par porte. Le matin où on devait payer, au lieu de lui remettre 42 500 francs, on lui retourne 38 000 francs. Elle est venue voir mon épouse qui récolte l'argent. Elle lui dit, mais si Bozo paie 38, on lui dit que non, c'est 15 dollars. 15 dollars, ils ont 42 000. Mais vous allez lui expliquer quoi? Parce que pour lui, dans son entendement, 15 dollars, c'est 42 000. Alors que logiquement, 15 dollars, c'est 15 dollars. Vous comprenez? Donc, ce que Diane a demandé, il est impérieux que l'État, la banque, le gouverneur, puisse essayer de voir comment rattraper cette situation pour que la grogne ne vienne pas. Il a précisé que la grogne ne vienne pas de la petite société. La petite société ne comprend pas cette loi-là. Quelqu'un qui avait les 280 000 francs il y a une semaine, donc vous changez le samedi passé, 280 000, on vous remet. Lundi, vous êtes à 250, vous perdez 30 000. Mardi, vous êtes à 230, vous perdez 20 000. Mercredi, vous êtes à 200, vous perdez 30 000. Et le week-end, c'était le désordre complet. Nous sommes allés jusqu'à 17, à des coins des rues, 17, 18, 19. Donc pendant ce temps, tout l'argent sur les 100 dollars, c'est vous, le petit peuple, que vous subissez. Est-ce que cette politique de la Banque centrale d'injecter 50 millions de réserves d'échange pour donner une certaine valeur à la monnaie locale face au dollar américain est-elle aujourd'hui justifiée par rapport aux effets sur le marché? À entendre Diana, parce que moi je ne suis pas trop expert en économie, à entendre Diana, il pensait qu'il devait y avoir des mesures d'encadrement. Avant d'éjecter tout ce montant-là, il fallait anticiper, il fallait créer des garde-fous en amont pour que, dès que l'argent entre en circulation, nous avons le même mouvement partout. Voyez-vous? Comme ce mouvement n'a pas suivi, ça crée une précision, un dilemme. Parce que je crois que je vais profiter, les gens ont posé cette question. Pourquoi les supermarchés retournent très généralement l'argent en dollars? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte circulation des dollars sur le marché. C'est la rareté du franc congolais. Et les gens savent qu'eux, en tant qu'opérateurs, parce que les supermarchés sont déjà dans le régime de la facture normalisée, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation directe avec l'État, et ne peuvent pas se permettre de spéculer comme les autres. Et les Congolais ayant compris cela, les gens arrivent avec un billet de 100 dollars, ils achètent un produit de 5 dollars et veulent avoir le franc pour garder le taux officiel de la banque. Ils ont compris la supercherie. On vous retourne le dollar. Pourquoi? Parce que pour éviter, à un moment donné, ils risquent de se retrouver dans un contexte très difficile parce que il y a rareté de francs congolais et donc à force de pouvoir les distribuer comme ça, ils deviendront une caisse de résonance. Le dollar, ça risque d'impacter la vente. Les gens viendront pour avoir de l'échange plutôt que de pouvoir faire des achats. C'est tout simplement de la rise. Mais dans le fond, c'est comme je disais, il n'y a pas que les 50 millions injectés qui justifient ces contextes. Là où j'ai dit que c'est un contexte artificiel dans la mesure où la Banque centrale aujourd'hui a mis en place certaines politiques qui ont permis à ce que de pouvoir très vite capter le franc congolais, par exemple. André Ouamé soit exigé aux banques de pouvoir honorer la quotité de réserves obligatoires en francs congolais, qui était dans un contexte, dans un niveau très faible. C'est le premier. Deuxièmement, on est pendant l'exercice fiscal où la plupart des sociétés payent et exigées en francs congolais pour la plupart, ce qui fait qu'ils ont amassé le gros de
l'offre de francs congolais qu'il y avait sur le marché. Maintenant, c'est comme je dis, c'est l'injection était une technique pour pouvoir rétablir l'équilibre et redonner de la valeur aux francs congolais. Mais la difficulté maintenant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de corollaires. Le corollaire, ça voudrait dire à un moment donné, il faut commencer par stabiliser ces monnaies-là. Et par conséquence, dès lors qu'on atteindra la stabilité à ces niveaux-là, avec un prix respecté au niveau du marché de la monnaie, il y aura un effet, c'est la réduction de certains prix qui finira par créer la cohérence dans le pouvoir d'achat du Congolais. Ce qu'il dit, c'est logique, c'est vrai, mais aujourd'hui, pour un fonctionnaire de l'État est un roi aujourd'hui. Parce que sa quotité a sensiblement augmenté, son pouvoir d'achat a augmenté, mais la proportion, c'est que combien, sur le marché d'emploi, combien l'État capte. Vous verrez que la grande partie, c'est dans les secteurs privés, dans le secteur informel, où la rémunération s'est faite en dollars parce que c'est la valeur, c'est la monnaie en termes de réserve, c'est la monnaie qui est utilisée le plus pour des raisons de sa crédibilité. Et donc, si les choses sont faites convenablement, on risque d'avoir des effets pervers. Mais beaucoup craignent le retour de la manivelle. Est-ce qu'on aura tout le semestre, tout le mois, 50 millions de dollars à injecter? En fait, le problème n'est pas à ces niveaux-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la quantité des réserves qu'on a, cette politique des régulations constante, de faire intervenir la monnaie sur le marché, la Banque centrale a encore le moyen de pouvoir tenir cette politique pendant longtemps. Mais pour moi, c'est ce que moi j'appelle de la stérilisation inutile des ressources. Parce que le réserve, à un moment donné, au lieu de rester dans cette politique-là figée, les réserves peuvent servir à autre chose. Les réserves peuvent servir à autre chose. Ces réserves-là, au lieu de s'en servir comme soupape pour venir de temps en temps réguler le problème de marché, c'est de l'argent qu'on perd en réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est dès qu'on va dans des politiques un peu plus structurelles et que, parce que généralement, quand vous parlez aux Congolais, j'évite souvent cette expression parce qu'ils ne comprennent pas, et même la Banque centrale. Il y a une différence entre la stationnarité du taux et la stabilité. La stabilité, c'est une fluctuation légère qui n'impacte pas suffisamment. Et c'est ça. Dans notre contexte, quelqu'un me l'a demandé parce qu'il se disait, mais pourquoi le franc CFA garde? Il dit, mais là-bas, ils ne sont pas dans un système de taux flottant comme chez nous. Et nous, c'est caractériel à notre système économique. On est très extraverti. On dépend généralement et constamment des conséquences exogènes. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller à ces niveaux-là. Mais dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une politique qui a été faite à la base, mais après, les effets pervers risquent de dénaturer les quelques actions menées. On risque d'avoir l'effet contraire de ce qu'on a voulu chercher si on n'y prend pas garde. Et donc, il faut que la Banque centrale se saisisse très vite. Je vis la mesure d'interdire l'affichage de taux parce que ça contribue à cette spéculation. Mais quelles mesures de contrainte ont-ils pour pouvoir gérer j'ai envie de dire, cette masse exceptionnelle des opérateurs de monnaie informelle qu'il y a sur le marché? C'est ça la grande difficulté. Merci beaucoup. Deux choses en attendant qu'on rebondisse. Il y a aussi le problème des planches à billets. À un moment, vous verrez qu'il y a eu des signatures et nous avions la signature de Madame qui est sortie, la signature de Mutombo et la signature de Massangou. Alors, vous verrez sur des billets de 1000 francs, 2 signatures. Et on n'a pas su gérer cette histoire. À un moment donné, c'était seulement 1000 francs et 5000 francs, mais jusqu'à des billets de 10 000 francs et de 20 000 francs. Est-ce qu'il n'y a que la banque qui émettait ces billets-là? À un moment donné, on a vu qu'il y a des billets qui avaient les mêmes numéros. Ah bon? Oui, il y avait les billets de 20 000 qui avaient les mêmes numéros, surtout les billets de 20 000. Vous êtes en présence d'un faux billet dès lors que le numéro de série est le même. Mais par contre, sur la question de la signature, il y a eu une période probatoire parce qu'après le changement entre Kabedi et autres, il y a de la monnaie signée par Massan qui était en circulation, mais après, cette monnaie a été apurée. À quel moment ça revient sur le marché? C'est que, vous voyez, la monnaie est censée être détruite. Il y a certains agents qui le reprennent, le réinjectent dans le marché après. Et c'est ce qui fait que quand le Congo, la population n'est pas très vigilante et à l'absence d'une communication formelle, tout à fait. Quand tu es en face d'un billet, tu vois signer Massangoulou, pour toi c'est de la monnaie. En réalité, cette monnaie-là n'était plus censée être en circulation pour moi parce qu'on estime que ça a été déjà mis hors service, mais finalement, avec la complicité de certains agents, cet argent continue à circuler, les gens continuent à l'utiliser. Maintenant, je crois qu'il n'y en a peut-être plus parce que ce franc congolais aujourd'hui est devenu la monnaie la plus rare qui soit sur la terre congolaise. Voilà, et c'est un sérieux problème. Je chute par le domaine du carburant, où nous avons presque 3 zones d'approvisionnement.
Maintenant, Kinshasa semble un peu plus bien maîtriser la zone centrale, c'est-à-dire Kinshasa, le réseau Matadi. Kinshasa est la zone ouest. Ouais. Ouest. Kinshasa est la zone ouest. Ouest. Kinshasa, Bandundu, voilà. Katanga. Maintenant, quand vous prenez le Katanga, c'est un sérieux problème, parce que c'est le Katanga qui alimente principalement le Grand Kasaï. Alors là, ça pose aussi problème. Donc, si jamais le pouvoir central arrive à s'organiser avec le secteur du carburant, ça pourrait impacter le secteur du transport vers la baisse des prix des transports. Et les transporteurs qui nous amènent des marchandises, par exemple, nous dans le Katanga, les marchandises partent de la frontière Katanga-Zambie jusque dans le Kasaï. Et dès lors qu'il y aura, d'ailleurs pendant cette périodicité, les 3 derniers mois de l'année, si jamais l'État peut s'organiser, sûrement lui il a un terme technique, pour permettre à ce que les camionneurs en carburant trouvent une baisse par rapport à ça, dès que ça impacte, ça pourrait accompagner cet aspect de choses. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus l'argent, les francs congolais qui sont utilisés. Donc ça pourrait couvrir tant soit peu quelque chose pour que nous ayons à connaître un peu... Je crois que c'est une question qui a été prise en compte lors du dernier comité de gestion de prix de carburant. Ouais. C'est d'ailleurs pour ce qui a conduit, parmi les résolutions qui ont conduit à une certaine baisse, et une baisse que moi je trouve très précipitée, parce qu'en une année, on en a déjà eu une baisse au premier trimestre, en février, mais que vouloir le pousser très vite pendant cette période de festivité, je trouve que c'est trop osé, parce que la réaction des opérateurs se prouve, ils font de la rétention de stock. Vous verrez que si vous arrivez à certaines stations, quand vous arrivez à peine, il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus de carburant. Ce n'est pas parce que le marché de carburant est un marché à terme. Généralement, en termes d'approvisionnement, ça se connaît déjà depuis un moment. Et je crois qu'ils vont vouloir tenter de créer une forme de rareté pour pouvoir aussi influer sur le prix. Mais dans le fond, je crois qu'au niveau du carburant, le gouvernement a tout le moyen, parce que sur le manque à gagner, l'État a réussi à récupérer des 150 millions. Avant, on payait 281 millions de dollars chaque année pour pouvoir compenser le prix et éviter que ces derniers appliquent le prix réel. Mais avec la réduction, notamment l'exclusion de certains opérateurs à grand pouvoir d'achat, notamment dans les secteurs miniers, l'État a réussi à récupérer des 150 millions. Ça veut dire que c'est de l'argent qui peut servir à soutenir, par exemple, les autres structures de l'État en termes d'approvisionnement, pour qu'il y ait une meilleure lisibilité. Mais sur la zone ouest, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pourquoi vous verrez que même dans l'approche de réduire les prix, on a commencé par la zone ouest, parce que ces zones ne s'approvisionnent pas de la même manière. Les réalités sont différentes. Donc on commence par la zone ouest où, en termes de lisibilité, en termes d'approvisionnement, les choses sont un peu plus claires. Puis viendra la période du Katanga. Merci beaucoup, Thierry Moukelkele. On vous a appelé ici pour avoir votre regard sur ce qui se passe dans le Haut-Katanga. On a passé quelques minutes à parler de l'économie, le taux de change, c'est important. Ce sont des questions qu'on aborde de moins en moins, mais quand même... C'est pour la seule fois que j'ai apprécié le biscuit. C'est que vous appelez biscuit. C'est que j'aime pas, mais pour une fois, j'ai apprécié le biscuit. C'est important. Généralement, vous n'êtes pas friand des biscuits. Ouais. C'est des histoires que les kamikazes ramènent en poche. On vient systématique, autre lui, il sort un truc, on passe pas ça en poche. Là où il a pris un 100 à 50 $. Votre regard, on est tombé hier sur un document parlant de la réhabilitation du gouverneur Jacques Kaboula, vérification faite. Il s'est avéré que ce document est un fake. Allez, votre lecture, est-ce vrai ou faux? Kaboula est-il réhabilité? Bien. À mon niveau, je n'ai pas d'information de cette réhabilitation. Et nous avons essayé de sonder l'entourage du gouverneur. Ils n'avaient pas cette information. J'ai envoyé les documents, mais ils ont dit qu'officiellement, ils n'avaient aucun document. Et que le gouverneur lui-même estimait que c'est par la voie officielle qu'il devait être tenu au courant. Comme ça vient de là, d'ailleurs, ils m'ont demandé de m'abstenir. Vous verrez que dans les réseaux sociaux, je n'ai pas émis le commentaire. Parce qu'à la source, on m'a demandé
m'abstenir et d'attendre que l'officiel puisse nous communiquer. On ne sait pas c'est de quelle intention le monsieur qui a publié en premier ce document, qu'est-ce qu'il voulait et qu'est-ce qu'il cherchait. Et ça criait quand même des tollés dans la ville. Il y a eu des scènes d'Éliès jusque tard dans la nuit. Donc peut-être c'est ce matin que les gens risqueraient de réaliser qu'il y a un problème, que le document ne serait pas vrai. Mais pendant ce temps, Kaboula continue à être maintenu à Kinshasa contre toute attente, alors qu'il est venu pour un échange avec le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Quand nous sommes tombés sur ces documents, nous nous sommes dit, bien, ça y est, il est réhabilité. Mais pourquoi ça traîne? Bon, je n'ai pas de réponse claire, parce que je ne suis pas du ministère de l'Intérieur. Vous sentirez vous-même que vous avez une douleur pour expliquer la présence de Kaboula. Vous dites maintenu. C'est quel terme en droit? Maintenir un gouverneur. Ça n'existe pas. Donc, nous devons aider nos autorités. Hein? La loi sur la libre administration est claire. Et quand, dans cette loi, il y a eu un problème, même au niveau de la Constitution, quand vous lisez l'article 28, ça donnait un peu plus de pouvoir au gouverneur et le gouverneur semblait échapper à l'autorité de Kinshasa. L'Assemblée s'était réunie et on a sorti l'article 28 bis, où on donnait le pouvoir au président de la République de nommer et de révoquer. Mais quand vous pénétrez la loi, le gouvernement n'a pas d'apparition dans la loi où le gouvernement a un pouvoir juridictionnel sur une entité telle que la province. On demande seulement au gouvernement, si jamais le gouverneur, là nous balayons les articles 64, 65, 66, 68 de la loi sur la libre administration, si jamais le gouverneur poserait un acte qui mettrait la province en problème, donc le gouverneur lui-même déstabilise la province, l'intervention du gouvernement central s'adresse à l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale enclenche le mécanisme. 1. Interpeller le gouverneur, l'entendre, décider par la voie de vote. Procéder à sa déchéance, au cas grave, le soumettre à des poursuites au travers de son juge naturel qui est la Cour de cassation. Et même pour le soumettre à son juge naturel, ça demandera à ce qu'il y ait encore vote au sein de l'Assemblée provinciale. Mais quand nous lisons la loi et nous voyons la politique, c'est deux mains qui se regardent comme ça. Donc c'est quel rapport que le gouverneur entretient avec le VPM de l'Intérieur? Ce ne sont pas des rapports de l'autorité ou de la hiérarchie à un subordonné? Non. Cette formule-là n'y est pas. Cette formule-là n'y est pas. C'est pourquoi nous demandons aux autorités... C'est un rapport de collaboration. Oui. Ce sont des rapports de collaboration. Oui. C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'avoir de la prudence. Parce que l'action du gouvernement central, on ne parle pas du ministère des tutelles, on parle du gouvernement central. Cette action est clairement définie dans l'article 68. C'est s'adresser directement à l'Assemblée provinciale. Le gouvernement central ne saisit même pas le parquet près la Cour de cassation, s'adresse à l'Assemblée provinciale. Voyez-vous? Mais maintenant, ici, une forme de litige commence à se créer. Et là, la Constitution tranche. Quand il y a litige entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, c'est à la Cour constitutionnelle de régler le litige. Est-ce que, tacitement, le pouvoir central est en train de créer ce litige? Or, il y a cet aspect politique. Le gouverneur, qui est Kaboula, lui qui est de la majorité présidentielle, pourrait traiter cette question-là politiquement.
Mais dans l'exercice de la séparation entre le pouvoir exécutif et les actions politiques, là aussi ça pose problème. Ça fait que l'ensemble de nos autorités confondent leur exercice de pouvoir public et leur statut d'autorité morale, de membre de l'Union sacrée, de ceci. Et cette histoire, ça se répète. Même dans le pouvoir de Joseph Kabila, on a connu à un moment donné ce genre de conflit dans le dossier Jean-Claude Kazembe Moussonda, gouverneur de province. Dieu merci, j'avais assisté et nous avions amené tout le monde devant la Cour constitutionnelle. Il y a une jurisprudence. L'arrêt Cons Kazembe justifierait ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on ne devait pas tomber encore dans les mêmes problèmes, dans les mêmes démarches, des mêmes erreurs. Kiaboula est partenaire à l'UDPS. Kazembe Moussonda était du PPRD. Ça fait deux cas différents. Parce que les gens ont comparé les cas. Mouyège est du PPRD. Il n'était pas. Quand l'Union sacrée s'est créée, Mouyège n'a pas adhéré à l'Union sacrée. Il est resté au PPRD. Politiquement, ça se comprend. De même que Zoé Kabila. Zoé Kabila est resté au PPRD. Il ne voulait pas adhérer à l'Union sacrée. Mais c'est la même manière que nous avons plein de ne pas respecter la loi sur la libre administration des provinces. Même au sein de l'Union sacrée, ils ne veulent pas respecter la même loi. Allez, merci beaucoup. Tout ce que nous voulons, c'est que Jack Kaboula soit réhabilité pour exercer pleinement ses fonctions de gouverneur. On le laisse retourner parce que la réhabilitation... Pour faire respecter la loi parce que... Ouais, la réhabilitation, c'est autre chose. La réhabilitation, ça devient juridique. Ok. Ouais. La seule institution capable de réhabiliter un gouverneur, c'est la Cour constitutionnelle. Alors, quel est le terme qui convient le mieux? Bien, c'est la négociation. Dans le cas d'espèce. C'est la négociation politique que l'Union sacrée amène Kiaboula à la démission. Comme ça, on remet la balle dans le jeu, c'est-à-dire on organise des élections et qu'on élise. Si l'UDPS veut avoir la tête de la province, on remette la balle dans les jeux pour qu'on organise. Mais aller au travers la fenêtre comme ça, où un sénateur va inciter la population à haïr un gouverneur au profit d'un vice-gouverneur, là ça quitte, ça frise toute la beauté de le Kaboula n'est pas encore destitué par ni ses pairs, destitué. Donc les députés ont encore confiance en Kaboula. Oui, parce que rien n'est fait. Et la session, elle est budgétaire. Donc, il n'y a rien qui est prévu. Peut-être que ça risque de se faire à la va-vite comme le dossier Caméré, on ne sait pas. Mais depuis la rentrée parlementaire, rien n'a été concocté dans les milieux des députés provinciaux sur le dossier Kiaboula. Et d'ailleurs, c'est de droit que l'Assemblée provinciale doit demander au gouvernement central que fait le gouverneur à Kinshasa. Thierry Moukelkele dit bien que la rétention prolongée de Kaboula à Kinshasa énerve le loi de la République et même la Constitution. Est-ce que sommes-nous en passe de vivre les cas Richard Mouyège, Manguez-Mans? J'ai envie de dire on est déjà dans le cas Richard Mouyège parce que, un peu comme il a dit, le rapport entre l'intérieur et le gouverneur, c'est un rapport de collaboration. Seulement, le pouvoir d'arbitrage qu'on a donné au ministère de l'Intérieur en cas de conflit est la seule passerelle utilisée qui ouvre des brèches politiques. Mais ici, il n'y a pas de conflit entre l'organe délibérant et l'autorité. Jusque-là, non. Maintenant, à quel niveau il y a le problème? Moi, je voulais plutôt expliquer la nature de ces communiqués. Mais avant, le cas Kaboula, Kaboula n'est pas de l'UDPS, mais il est membre de l'Union sacrée. Et au niveau de l'UDPS, il y a protagonisme. Il y a le CG qui soutient son cas et l'intérieur qui semble être dans une phase différente. Donc le conflit encore au niveau interne, ce qui justifie la faiblesse des autres actions d'ordre administratif, notamment activer l'Assemblée provinciale pour destituer le cas échéant. Donc c'est encore une situation qui se gère à haut niveau. Mais moi, je voulais expliquer la nature du communiqué. Parce que c'est un élément stratégique. Puisqu'il y a protagonisme en interne, au sein du pouvoir, il y a une forme de silence qui est né au sujet du dossier. Comment réveiller, comment alerter à la fois l'opinion et les pouvoirs politiques pour pouvoir s'intéresser de nouveau sur le dossier.
Si c'est l'homme qui doit parler, il violerait le droit de réserve, et donc ça peut engendrer beaucoup de conséquences. On va sur un communiqué qui va dans un sens pour pouvoir, ce que l'on appelle du field reacting, pour pouvoir remettre les dossiers. Vous voulez dire que ces communiqués viendraient des services Ces communiqués serviraient beaucoup plus l'intérêt des Kiaboula que les autres. Et je crois que c'est une manière de pouvoir remettre et alerter à la fois l'opinion, mais également ressusciter de l'intérêt à ce sujet auprès des décideurs pour que finalement l'affaire soit réglée, parce qu'il y a une forme de silence béant qui ne disait pas son nom sur le dossier, on ne savait plus à quoi se donner. À défaut de pouvoir aller directement forcer la main de l'autorité suprême, on engage une approche de telle pour pouvoir remettre la question sur le débat, recréer de l'intérêt sur le sujet et finalement pousser à une décision définitive. Donc c'est de la stratégie pour moi, et c'est comme vous dites, est-ce que ça vient de service, je ne sais pas, je ne me permettrai pas de le dire, mais je crois que ça a été fait dans l'idée justement de remettre les dossiers sur la table, mais je crois que c'est un communiqué qui servirait beaucoup plus d'intérêt de Kiaboula que... Ce qui est inquiétant, c'est le silence de l'UDPS. Dans tout ça, on a plus d'une fois posé la question à Augustin Kabouya qui a... Oui, mais parce que qui a posé la question à Augustin Kabouya? Parce qu'à un moment donné, ça c'est un jeu qui est censé rester abstrait. Le jeu politique dans ces contextes d'un rapport administratif est censé rester en dessous de la table, pas sur la table. Donc il n'aura pas de réponse ferme à vous donner de manière publique, même si de temps en temps il commet ces bourdes-là. Mais je crois qu'à un moment donné, quand vous parlez les silences des l'UDPS, non, c'est le silence du pouvoir à un moment. Aujourd'hui, c'est le jeu d'influence, on essaye de voir sur quelle balance les jeux peuvent penser. Kiaboula continue à faire son travail. Aura-t-il gain de cause ou partirait-il? À ces niveaux, personne n'a l'adhésion de l'autorité suprême. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de chercher maintenant. Il y a eu une forme de silence de sa part. Et pour le remettre sur le dossier, on a lancé cette stratégie du communiqué. Voyons voir où la balance va pencher, mais je crois aussi qu'il y a un travail de fond. Je pense, ça c'est mon point de vue, je pense que si ça traîne aussi, c'est parce que pour pouvoir aller évincer quelqu'un comme ça, il faut qu'il y ait un travail de fond qui doit se faire au niveau de son fief pour justifier les différentes actions qu'on aura à mener qui peuvent conduire à sa déchéance. Donc je crois que peut-être que le travail est en train d'être fait. Mais on verra s'il aura gain de cause. Alors le cas Augustin, le cas Jacques Kiaboula remet à surface la question de la stabilité des institutions provinciales. On en parle encore, certaines institutions provinciales sont secouées. Jusqu'où le jeu politique est-il impacté de manière négative certaines provinces ou certaines assemblées provinciales, comme c'est le cas au Congo central ou encore au Katanga avec la rétention prolongée à Kinshasa de Jacques Kiaboula. En 1 minute. Je crois que Kiaboula lui-même n'a pas fait de déclaration depuis cette situation, depuis son retour sur scène. Quand j'avais dit qu'il était à la maison, qu'il est sorti de chez lui, et dès lors qu'il est arrivé à Kinshasa, on a dit qu'il était aux arrêts, nous sommes allés le chercher, on l'a présenté. Depuis lors, il n'a pas fait de déclaration. On l'a vu s'occuper de son équipe Lupopo. Donc, comme l'a dit un peu Diana, politiquement, Kiaboula a fait profil bas pour voir la réaction de sa hiérarchie politique. On a tenté d'abuser de sa présence dans la salle à l'Union Sacrée. Il n'y était pas? Il y était. Il semblerait qu'il y aurait eu un incident. Moi, je n'ai pas eu de confirmation. Les sources confirment qu'on l'a mis à la porte. Bon, son entourage ne m'a pas confirmé, mais dans nos enquêtes, le président n'a jamais donné le mot d'ordre que Kiaboula quitte la salle. Jamais, ça ne venait pas de la présidence. Qu'est-ce qui justifie le statu quo jusqu'à... Parce que si ça venait de lui, la décision aurait été très rapide. Voilà, ça ne venait pas de la présidence. Donc il y a un jeu, comme le dit Diana, il y a un jeu qui s'était passé là-bas. Et lui, en réponse, Kiaboula n'a pas réagi par rapport à ça. Voyez-vous? Et vous verrez, sa communication, elle est pratiquement muette. Nous intervenons en tant qu'analystes des questions du Katanga et surtout de la communication sécuritaire sur le Katanga. Parce que j'avais dit que l'histoire de Kiaboula, c'est une goutte dans un verre d'eau du clan UDPS. C'est un verre d'eau qui est vraiment à la fin de la table. Juste la seule goutte va déverser le verre et l'eau ira par terre, on ne saura pas ramasser.
Donc, ce n'est pas une affaire nationale. Je crois que cette communication ne l'a pas aussi beaucoup aidé. Tout à fait, tout à fait. C'est une histoire où nous découvrons, nous ne savons pas en parler au cours d'une émission, mais lui qui nous suivait présentement devra comprendre qu'il doit beaucoup travailler sur sa communication, parce que ça l'a mis dans tout ce problème. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'article 69 de la Constitution qui rappelle le président de la République son rôle de garant et du patron de la stabilité des institutions. Ici, il semble un problème entre le gouverneur de province et le gouvernement central. Ce sont deux institutions qui posent problème, qui sont de la même famille. Alors, l'institution gouverneur de province a tout le choix de saisir la justice. Mais si le gouverneur ne saisit pas la justice, il se comporte comme étant Kiaboula, membre de l'Union sacrée. Il fléchit parce qu'il est Kiaboula, membre de l'Union sacrée. Parce que s'il reste gouverneur, il ne devait pas perdre tout ce temps. L'institution est protégée par la Constitution et la loi sur la libre administration, il serait déjà à la Cour constitutionnelle et sûrement il devait déjà être réhabilité. Est-ce que ces jeux politiques fragiliseraient les entités décentralisées? Oui, il y a la fragilité. La province a des problèmes. La ville principale, qui est la ville de Lubumbashi, a des problèmes. C'est le même cas. Le bicéphalisme de l'UDPS au niveau de la mairie, ça pose problème. Voyez-vous? Et maintenant, ces autorités-là ne s'intéressent pas. Regardez les 2 mois d'absence de Kiaboula. Nous sommes au 3e mois. Le taux de criminalité. Ça commence à se passer même à 15h, à 14h, où on braque un cambiste et on tire sur le cambiste. Donc l'autorité n'est plus concentrée à la gestion de la cité à cause du comportement du pouvoir central. Soit on convainc Kiaboula, il démissionne et on place une autorité qui doit récupérer la situation. Parce que l'autorité sécuritaire est sous tutelle de l'autorité politico-administrative. Et qu'est dit justement la loi par rapport à l'intérim qui est assuré aujourd'hui par... D'abord, l'intérim, c'est le gouverneur de la province. L'intérim, c'est le gouverneur qui organise l'intérim. Ce n'est pas comme le casus actuellement. C'est le gouverneur qui organise l'intérim. Le gouverneur... Ce n'est pas le vice-gouverneur qui fait la demande. En assure l'intérim? Il en assume, mais c'est lui qui organise, c'est le gouverneur. C'est-à-dire, c'est un pouvoir de délégation, l'intérim. Mais ça prend un timing bien déterminé. En cas d'empêchement définitif du gouverneur, l'État s'organise pour que l'Assemblée organise dans les 30 jours. Si le gouverneur démissionne, c'est dans les 30 jours. Si le gouverneur, comme il était porté disparu, et que jusqu'aujourd'hui on ne l'aurait jamais revu, on devait soumettre l'Assemblée provinciale vite de placer un gouverneur dans les 30 jours. Mais le vice-gouverneur qui fait l'intérim de Kiaboula a été notifié par le VPM de l'Intérieur. Comment ça s'explique? Sur quelle loi? C'est ça le problème. Sur quelle loi? Sur quel texte? Parce que le président de la République nomme et révoque. C'est la Constitution qui lui donne le mandat. Et le président de la République ne suspend même pas. Il nomme et révoque au cas échéant. Mais quand le président veut agir, il enjoigne au gouvernement. Ça dit que le dossier du gouverneur est traité dans le gouvernement et le gouvernement sort un document officiel. Sûrement, c'est par maintenant le ministre de l'Intérieur qu'on adresse à l'Assemblée provinciale qui pratique maintenant la loi. Or, ils ont la majorité à l'Union sacrée. Ça dit qu'ils pouvaient utiliser leur majorité. Malheureusement, apparemment, la majorité de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga serait encore pro-Kiaboula. C'est comme ça que je rejoins Diana. Quand il a dit ça, je le rejoins parce que dans les investigations, la majorité à l'Assemblée provinciale serait au Kiaboula. À suivre le sénateur là, qui crée un peu du remous-ménage dans le Katanga, il est en train de... Est-ce que la messe n'est-elle pas déjà dite pour lui quand on sait qu'il était gouverneur, en même temps coordonnateur de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, mais aujourd'hui c'est le vice-gouverneur
et qui coiffe toutes ses responsabilités. Quel est le document qui élève le vice-gouverneur au rang du coordonnateur de l'Union sacrée? Il n'y en a pas. Donc, nous voulons rester dans la légalité. À ce niveau-là, c'est le fait que c'est une organisation privée. Le coordonnateur est d'office le gouverneur de la province. Dès lors qu'il assume l'intérim, de fait, il prend la coordination de l'Union sacrée. Okay. Alors, par rapport à ça, j'ai essayé de scinder l'exécutif provincial et l'animateur de la plateforme. Alors, l'exécutif provincial est mis en difficulté par l'exécutif national. Ça se règle juridiquement. Mais avant le droit, je l'ai dit, c'est le chef de l'État. Donc, comme le chef de l'État, à Kolwezi, il prônait d'éviter la déstabilisation des institutions, c'est-à-dire que le président peut intervenir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, pendant que Kiaboula est bloqué à Kinshasa, le VPM de l'Intérieur a organisé encore une réunion avec les gouverneurs et les présidents des assemblées pour éviter la déstabilisation. Mais le gouverneur était à Kinshasa. D'où nous recommandons seulement à l'UDPS, comme la loi oriente comment faire partir un gouverneur, ils n'ont qu'à laisser Kiaboula retourner et ils appuient la machine politique dans l'Assemblée provinciale. Au lieu de le bloquer à Kinshasa, oui, parce que si jamais il lui arrivait un problème, si jamais il arrivait un problème à Kiaboula, on le retrouve dans un état comateux. La question qui sera posée, qu'est-ce qu'il faisait à Kinshasa? Qui va prendre la responsabilité? Bien, merci. Avec vous, Diana, on termine sur cette question. Quelles conséquences politiques, au cas où l'Union sacrée, ou clairement l'IDPS, déciderait de se séparer de Jacques Kiaboula dans une province où tous savons que la sécurité reste fragile? Je ne pense pas que ça soit un problème de sécurité. Ça, c'est une question juste de gestion d'autorité. Je crois que le cas Kiaboula devient presque un cas d'école pour le pouvoir, dans la mesure où je crois qu'il y a déjà une bonne dynamique de gens, certes. On ne peut pas suppiter sur l'intérêt du chef de l'État à ce sujet, mais je crois que son silence, c'est peut-être qu'il est occupé dans autre chose. Ironiquement, je l'ai dit comme ça. Mais je crois que le cas Jacques Kiaboula nous prouve à suffisance que les cartes ne sont pas encore entre les mains de ceux qui veulent décider de son départ. Sinon, il serait parti il y a longtemps. Je crois qu'il y a un travail de fond, un travail de fourmi qui est en train d'être fourni. La question pourquoi? Je crois que depuis sa déclaration, on estime que le gars a gardé son tandem avec son ancien maître. Ça, c'est ce qu'on lui reprocherait pour une déclaration. Moi, je ne trouve pas assez dangereuse. Donc, rien n'est définitivement je crois que jusque-là, on est encore dans le protagonisme. Le combat, cette bataille des coqs se joue encore en interne. Mais si cela a été décidé et arrêté, je crois que, comme Chamouillé, on l'aurait renvoyé à Lubumbashi rapidement, une motion de défiance. Il part et puis on remet quelqu'un d'autre. Je crois que c'est un travail de fond qui est en train d'être fait, ce qui justifie cela. Mais dans le fond, ça peut aussi être une approche pédagogique. Parce que lui, il doit connaître certainement, parfois, le silence peut devenir un instrument. Tu es même dans une situation ambiguë comme ça, pour des renseignements. On te laisse face à la réalité de choses pendant un bon moment, le temps de te remettre en question. Je ne sais pas, mais je crois que politiquement, toutes les cartes ne sont pas encore jouées pour le départ de Kiaboula. Il garde encore la main au niveau de la province, surtout quand on sait comment il gérait bien ses députés. Qui n'ont rien envié parfois à certains ministres ici. Tout ce que nous voulons et attendons, c'est que Kiaboula retourne. Ça, c'est vous qui le dites. Ouais. Ce que le Katanga attend, c'est qu'il y ait un retour à l'ordre. Faire respecter la loi, ça... Faire respecter la loi. Mais maintenant, politiquement, je chute par là. Le jeune homme que j'ai vu dans les réseaux sociaux, Moukela, qui n'est pas de l'UDPS, qui n'est même pas du parti politique de Ardev, de Kiaboula, mais qui soutient Kiaboula, il a fait un meeting comparativement même aux partis politiques. Jusque-là, personne n'a atteint l'appui de Kiaboula vis-à-vis. Il n'y a pas eu de drapeau à son meeting. Donc c'est très important qu'au niveau de l'Union sacrée, on voie la crédibilité qu'a justement le gouverneur. Parce que ces contradicteurs ont envoyé des gens dans la rue. Mais le seul jeune homme Moukela, c'est qu'il a fait
tout laisse à croire qu'il y a encore un problème à l'Union. Mais Gédéon, pour finir, on fait beaucoup trop focus sur, les approches politiques. Je crois que les éléments qu'on reproche à Kabila sont beaucoup plus d'ordre sécuritaire. Il faut le dire aussi à un moment donné. Donc je crois qu'à ces niveaux-là, il faut mettre un bémol dans le sens où, quand ça arrive à ces niveaux-là, la gestion n'est peut-être pas aussi pratique que quand il s'agit des cas politiques. Donc on va attendre que peut-être qu'il y a eu une enquête qui est en train d'être menée en cet instant. Tout ce que nous, on veut, c'est que si jamais on estime qu'il n'est pas l'homme de la situation, laissez-le être libre, parce qu'au-delà de ça, si j'ai bonne mémoire, il doit être député. Oui, il est député, il est sénateur. Lui aussi. Ouais, il avait fait tous les échelons. Député provincial, national et sénateur. 3 brassards à lui seul. C'est énorme. Allez, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester dans l'autre. Celui-là a dit, l'autre a répliqué. En tout cas, dans ces numéros, on ne parlera pas de ça. On reste sur les questions de fond. Avec mes 2 intervenants qui sont bien lotis pour aborder des questions fondamentales, des questions qui redéfinissent même l'avenir du Grand Congo, que nous voulons grand et fort au cœur de l'Afrique. Allez, Diana, il a été convenu que nous puissions traquer, neutraliser l'FDLR. C'est une question capitale parce que ceci nous est demandé en premier avant que le Rwanda n'élève ses mesures sécuritaires. Question numéro 1, question directe. Comment y arriver? Les FARDC ont lancé l'appel au désarmement. Est-ce ce qui nous est demandé ou ce qui nous est demandé à l'heure actuelle, c'est de les neutraliser? Je crois que si je dois me référer sur l'accord de principe à Doha, on a parlé des actions concomitantes. C'est-à-dire qu'on mène des actions pour pouvoir régler le cas M23, mais également le cas FDLR de l'autre côté. Plutôt, là où moi j'ai trouvé un bémol, je crois que c'est, si j'ai bonne mémoire, en Angola, où la ministre des Affaires étrangères avait comme préalable, avant d'aller sur les considérations internes, la neutralisation. La RDC a montré sa bonne foi. On a proposé un plan de désarmement du FDLR au niveau de la médiation et de la sous-région. Mais après, on me posait la question comment cela doit se faire. C'est tout le problème dans la mesure où, moi j'ai vu des gens remettre en question l'existence du FDLR. C'est être malhonnête. Ce serait de la fausseté. La seule question qui vale son pesant d'or aujourd'hui, c'est quelle est la capacité d'usance du FDLR. Parce que si je me réfère au dernier rapport des experts des Nations Unies, notamment d'Amnesty, je crois que le dernier rapport 2010, on évaluait entre 2000 et 3000 hommes. Ce qui veut dire que c'est un mouvement insurrectionnel qui peut, à la limite, dans les années à venir, renforcer ses rangs par le recrutement de jeunes et autres dans des zones à forte insécurité. Donc, mais au niveau de statistiques, le nombre reste tel quel. Entre 2000, certains réduisent même jusqu'à 1500 hommes. Là, c'est en 2000... Je crois que moi, les chiffres que j'ai, c'est de 2010. 2010. Aujourd'hui, on est en 2025. Il en reste combien? S'il faut parler de la dernière évaluation faite avant la signature au niveau de la sous-région, on parlait également de 2000 à 1500 hommes. Mais à ces niveaux ici, la capacité d'usance du FDLR pose un problème. Je ne serai pas contre les gens qui estiment que le FDLR est justement ce cheval de Troie qui sert de prétexte pour la présence sur nos sols de mouvements rwandais. Je ne serai pas contre cette approche-là. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on soit réaliste d'une certaine manière. Pendant autant d'années, quand le Rwanda utilise le FDLR comme prétexte pour pouvoir justifier sa présence et ses incursions répétitives, il y a lieu de ne pas faire le mort. C'est-à-dire la politique de la chaise vide n'a jamais aidé, surtout pas sur les orientations sécuritaires. Il est grand temps de pouvoir s'y pencher, y voir clair, trouver une solution définitive pour espérer passer à autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que le cas, moi je ne saurais pas dire de manière sécuritaire comment le faire, parce que la grande question, ces FDLR opèrent dans des zones aujourd'hui pour la plupart sous occupation du M23. Ça voudrait dire que s'ils sont des éléments gênants, pour ceux qui estiment qu'ils étaient un problème pour le Rwanda, il existe aujourd'hui des preuves sur la présence des éléments rwandais, du RDF sur le sol congolais, notamment en appui au FCM23. Je pense que si le Rwanda estime que sont des éléments très dangereux, quel est le meilleur contexte que maintenant pour pouvoir faire ce travail-là de fond. Mais dans le fond, je crois que du côté de la RDC, moi je trouve aucun inconvénient. Ça, c'est de la stratégie militaire. Comment on va y arriver? Mettons du sérieux. Le FDLR, on nous présente comme étant un danger pour le Rwanda, mais moi je me rappelle encore une fois, je reviens sur 2012, la plupart des exactions, notamment à Walikale, c'est généralement sur le sol congolais, c'est les femmes congolaises qui sont violées. Et donc j'estime qu'aujourd'hui, les questions des FDLR méritent qu'on le regarde de très près
Et Kinshasa a décidé de le faire. On a proposé un plan, malheureusement, qui semble ne pas être suivi, puisque proposé au niveau de la médiation au niveau de la sous-région, de Grand Lac. Mais maintenant là, c'est des considérations d'ordre militaire. Moi, je pense que c'est là où ça ressort un peu le côté cheval de Troie. On est pris dans les taux. La difficulté aujourd'hui de la RDC, c'est pouvoir aller traquer un mouvement qui opère dans une zone sous occupation. C'est toute la difficulté. Mais là encore, j'ai renchéri que le travail de neutralisation n'est pas un travail exclusivement de la partie congolaise. Ça encore, c'est de la mauvaise foi que les gens sont en train de faire, parce qu'il a été convenu également de travailler en connivence avec le Rwanda, notamment en ce qui concerne le renseignement. Donc c'est un travail collectif qui doit être fait, puisque je me rappelle encore que dans la dernière déclaration des autorités rwandaises, on semblait dire que certains de ces FDLR auraient intégré le FARDC, ce qui est un travail facile, s'ils estiment qu'ils ont de renseignements, c'est de le mettre à la disposition du travail notamment de... Et puis je crois qu'il y a le CONOPS qui arrivera dans les jours à venir pour que ce travail-là soit fait de manière directe. Mais je pense encore une fois de plus qu'on est dans un contexte un peu assez complexe. Ça relève d'un manque d'intelligence stratégique pour le RDC d'avoir accepté cela. Aujourd'hui, on va s'y prendre comment, et surtout que le concept en droit international ne sont pas aléatoires. Quand on accepte de les neutraliser, le sens du concept est tout autre. On ne va pas se limiter seulement à les traquer, mais il faut les neutraliser au point qu'ils ne présentent plus aucune menace. Aucune menace. Mais vous parlez tantôt de la capacité des nuisances. Oui. Mais déjà qu'ils ne sont pas à même de nuire au Rwanda ou encore de faire des crimes innommables, comment on fait alors? Je préfère commencer par la question fondamentale que vous avez posée. Est-ce qu'il y a un problème d'intelligence? Non, je ne pense pas un problème d'intelligence. C'est un problème d'approche. Non, je parlais d'un problème d'intelligence stratégique. Stratégique, oui, c'est de l'intelligence, ne vous en faites pas. Celle-là ne veut pas dire qu'on est idiot. On avait compris le sens de votre question. Aujourd'hui, Kinshasa a choisi une approche, et comme j'ai dit, militairement, n'ayant pas toutes les cartes en main pour pouvoir engager quoi que ce soit, Kinshasa a choisi une approche diplomatique. Les convenances power aujourd'hui, c'est d'utiliser un État puissant qui a de l'influence sur nous et sur le Rwanda pour arriver à trouver un compromis. Les États-Unis, dans sa gestion du conflit, a estimé que, puisque dans le narratif congolais, c'est qu'il y a l'influence rwandaise qui justifie certains faits, on va externaliser l'approche rwandaise, donc les considérations d'ordre étatique, et les considérations d'ordre sécuritaire, on le gérera différemment. J'ai entendu quelqu'un dire ici, non, le Doha, c'est... Oui, mais effectivement, depuis toujours, Doha cherchait la médiation que Kinshasa ne lui avait pas donnée. Si aujourd'hui Kinshasa se retrouve à Doha, c'est par l'influence des États-Unis. Parce qu'on sait que dans la plupart des cas, quand ils interviennent, c'est souvent pour des considérations d'ordre économique. Et Doha en perd suffisamment aujourd'hui parce que c'était un État qui gagnait suffisamment dans ses accords bilatéraux avec le Rwanda, notamment dans les approches commerciales. Maintenant, on est à un niveau où la méthode semble présenter quelques éléments de faiblesse. C'est quoi les éléments de faiblesse? La capacité des contraintes. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit, lors de la signature de l'accord de principe, les États-Unis ont pesé de tout leur poids pour contraindre le Rwanda à arriver à poser la signature. Maintenant, la gestion des autres cas, après, les effets d'après, aujourd'hui posent un problème. Il suffit de regarder la posture de Boulos pour se rendre compte que finalement, même l'homme semble être un tout petit peu épuisé, et même dans son discours, il devient un peu plus modéré que rassurant qu'il était au départ. Est-ce que c'est parce que les États-Unis comptaient justement sur son image de puissance et en fait, l'intérêt qu'elle représentait pour le Rwanda pour faire fléchir, et que le Rwanda finit par se montrer résilient vis-à-vis de menaces des États-Unis aujourd'hui, c'est peut-être possible. On a vu qu'il a reçu dernièrement le deux chefs d'État rwandais et congolais, à l'occurrence du président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je reste convaincu, là où j'estime que le Rwanda ne s'est pas dissocié de l'influence américaine, parce que le Rwanda, même dans sa diplomatie, a changé de fusil d'épaule. Vous verrez que la zone euro, le Rwanda n'y est vraiment plus. Parce qu'à ce niveau-là, le rapport a changé. Kinshasa a réussi à changer le prisme de l'Union européenne sur la guerre de l'Est. Maintenant, les États-Unis se focalisent sur l'opinion et la politique américaine, et particulièrement les démocrates. Le premier résultat de ces lobbying, c'est qu'ils ont influencé les démocrates, qui ont influencé le Trésor américain, qui ont fini par prendre des sanctions contre ce que j'appelle la plus grande réserve que nous, on avait comme moyen d'échange dans notre approche bilatérale avec les États-Unis, la mine de Rubaya. Et aujourd'hui sous sanction du Trésor américain pour exploitation illicite, alors qu'on sait que cette mine se retrouve dans une zone d'occupation de mouvements rebelles, ce qui veut dire qu'ils n'engagent pas une responsabilité étatique. Ça, ce sont les conséquences de cette approche-là. Et je pense, à mon humble avis, qu'aujourd'hui, il y a lieu également qu'au Kinshasa,
ne reste pas sur les résultats apparents. On a fait un premier pas, ok, on a réussi à avoir l'assentiment. Et Donald Trump avec le républicain qui est aujourd'hui la majorité au niveau de la Chambre de représentants, mais la politique américaine est très ambivalente à ces niveaux-là. Il faut continuer à faire un travail de fond pour que finalement nous ne subissons pas. Il ne faut pas oublier un élément essentiel, parce que nous ici, ce qui se présente aujourd'hui comme une simple crise sécuritaire, peut dans le jour d'avenir devenir aussi une crise politique. Comment ça? On s'approche vers l'échéance... On n'est pas déjà plein dedans? Pas encore, je ne pense pas. On s'approche vers l'échéance de l'ordre constitutionnel. Ça, il ne faut pas oublier. On peut tirer les choses en longueur jusqu'à arriver à ces niveaux-là et le problème risque de prendre de l'ampleur comme on ne sait pas l'imaginer. Maintenant, moi j'ai peur parce que de l'autre côté, j'ai pris le temps d'étudier la profondeur stratégique utilisée par le Rwanda. Est-ce qu'on n'est pas dans cette approche-là? La grande question que je me pose autour des discussions, un peu ces côtés... je dirais, imprévisible de la RDC. Au départ, j'ai vu le VPM Jacques Chabani annoncer avec pompe en plein briefing la libération des prisonniers comme première condition posée par le mouvement rebelle pour engager les discussions au niveau de Doha. Après, plus rien. Je sais qu'après, il n'y avait pas de contrepartie, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'influence pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Mais après, quelle est la contrepartie qu'on cherche? Ma réflexion, moi, m'a dit, écoute, puisque dans le renseignement congolais, on estime qu'il y a un pion de cette approche qui est en interne, qui est un ancien chef de l'État, si on crée une pesanteur sur lui, ça serait peut-être un monnaie d'échange pour pouvoir exiger aussi quelque chose en retour. Est-ce que c'était le cas? Ça, c'est moi qui suppute un peu. Mais je crois que dans le fond, encore une fois de plus, on est à la recherche. Et Kinshasa, encore une fois de plus, au niveau du débat économique, a refusé de signer l'accord d'intégration, estimant qu'on ne peut pas, et ça, à ces niveaux-là que moi je trouve la cohérence. Le Rwanda accuse Kinshasa a débloqué le processus. C'est là où on m'amène à la stratégie du chef de l'État, c'est qu'on refuse de signer l'accord. Quand il arrive à Gateway, il tend publiquement la main pour dire que nous, on reste ouverts à un dialogue, pour ne pas laisser la profondeur stratégique exploiter le refus de Kinshasa pour le présenter comme étant en fait, la raison du blocage. C'est là où les gens n'ont peut-être pas très bien compris, mais je crois que dans le fond, Kinshasa a raison, on ne peut pas parler intégration régionale sans parler de paix. Il est inconcevable aujourd'hui de penser aller dans les approches économiques avec des zones sous occupation. Vous voulez dire ici que Kinshasa commence petit à petit à se ressaisir et comprend peut-être que le processus de Doha ou de Washington ne représente qu'un cheval de Troie peut-être? Non, ce n'est pas le processus qui représente un cheval de Troie. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Il y a d'autres considérations en interne qu'il faut continuer à gérer pour espérer aller jusqu'au bout. Et parce qu'aujourd'hui, la question... de l'autre côté, le rebelle pose des conditions, alors que l'accord de principe, et aussi, on doit revenir pour un accord avec le Rwanda, mais cela dépendrait également des résultats de l'accord de Doha avec le mouvement rebelle en interne. Merci. Ce qui devient presque un frein pour pouvoir aller sur d'autres considérations. Voilà, avec vous, Thierry Mukelkel, on prend cette question, traque contre le FDLR, et ce qui est quand même écœurant, c'est la réaction des uns et des autres. Le ministre belge des Affaires étrangères a brandi clairement des menaces contre la RDC en cas de non-application des engagements tels que convenus à Washington. Comment vous expliquez cela? Votre lecture? Kinshasa ou pour le 2? Oui. Kinshasa ou pour le 2 protagonistes? Pour les deux, mais principalement pour Kinshasa. Okay. Nous avons un problème d'ordre communicationnel. Vous voyez, j'étais sur le plateau de CCTV avec notre confrère Joseph Kongolo. Et tout à l'heure, ce que Diana venait de dire, c'est un peu vrai comme Joseph Kongolo. Et sur le plateau, je l'ai dit à Joseph Kongolo, je l'ai dit à Diana. Le gouvernement ne vous écoute pas. Vous qui semblez comprendre et transcender le message. Parce que ce que tu dis, si nous le prenons avec ce que le porte-parole du gouvernement dit, et même notre consort de la présidence, c'est diamétralement opposé. Je viens de découvrir un deuxième Congolais qui connaît comment comprendre, transmettre, est-ce que vous me suivez, le message qu'a voulu dire le chef d'État. Il y aurait moins de discussions dans la société si le gouvernement allait dans le sens de Diana et de Joseph Kongolo. Ça s'explique. Ça dit que
on pénètre dans le parler du président et on dit des choses pour amener les Congolais à appuyer le président. Parce que dès lors que le président a dit, c'était le désarroi partout. Et donc, il n'y a pas eu un seul influenceur qui a influencé la masse. Vous comprenez? Malheureusement, la communication a failli à ce niveau. A failli à ce niveau-là. Et quand vous suivez le patron de la communication du gouvernement, ce matin encore, sur Top Congo, eh bien, nous y voilà, c'est reparti en arrière. Et Lusakoueno lui remet sur des questions tangibles. Et on nous retourne encore au début de tout ce qu'on a commencé avant de quitter Luanda et d'aller aux États-Unis. Comme si de rien n'a été fait. C'est ça le problème. Mais quand vous suivez Diana, il y a un souci que nous devons avancer. Vous comprenez? Ça dit que, je l'ai dit, la subvention, elle est dans la Constitution. Ça dit que appeler Diana à la présidence et lui dire que tu nous couches un peu tout ce que tu as dit à la télévision et voici ton enveloppe, c'est pas une corruption. C'est cela aussi le travail c'est constitutionnel. C'est constitutionnel et Diana ne constituera pas un espiègle, non. Parce que lui comprend le souci du président de la République autrement. Mais quand vous venez vous entêter et nous imposer un message que tout le monde a compris de sa manière, là, chacun y va dans son sens. Et c'est pourquoi vous avez vu tout ce bruit autour du message. Quand vous suivez le résumé de Diana, le président de la République n'aurait pas fait le rassemblement encore des Congolais de l'étranger. Il devait seulement se limiter à ce qu'il a dit dans la salle. Il doit quitter la politique des justifications. Voilà. Il devait se limiter dans la salle et laisser le débat, les échanges, les prises bec-bec dans la société. Et entre-temps, le service est en train de récolter ce qui est bon, ce que la société pouvait consommer. Pourquoi il ne devrait pas communier avec la diaspora congolaise à Bruxelles? Parce qu'il serait allé loin dans son ouvert d'autres speech. Brèches. Par exemple, quand il traite ses pourfendeurs des grilles d'ignorants. Voilà. Et quand il ferme la porte du dialogue aux émissaires des agresseurs. Maintenant, comment vous comprenez cela? Lui qui n'a pas une attitude belliqueuse. Mais après, tout ce qu'il a dit, c'est quoi? Il ne peut pas avoir un même dialogue avec des Congolais qui ont une nationalité douteuse. Il ouvre lui-même d'autres brèches qui devaient déjà être fermées. C'est pourquoi la communication du chef doit être concentrée sur ce qu'il avait dit seulement dans la salle et tout le monde se jette à l'eau pour retravailler cette communication dans la population. Pas la rejeter, pas la rechigner, mais la retravailler et la canaliser comme Diana venait de le faire. Il a canalisé selon lui ce que le patron du Congo a dit face au Rwanda. Mais il n'a pas fui les réels problèmes. Il a même dit qu'attention, ce prétexte de Kagame, c'est parce qu'il y a ça. Mais les autres refusent d'admettre. Vous comprenez? Aussi longtemps que nous allons refuser d'admettre d'autres réalités, nous n'avancerons pas. On admet certaines réalités et ça nous permet de voir des sorties. Il y a une sortie dans ce qu'il vient de dire. Est-ce que les gens qui nous suivent comprennent la manière dont je viens de comprendre Diana? Est-ce que les gens du pouvoir vont comprendre ce que Diana a dit tout à l'heure? C'est une porte de sortie. Si nous revenons au FDLR, le communiqué de l'armée semble n'est pas même situé les FDLR. Les FDLR, c'est un mouvement dans un mouvement. Les FDLR apparaissent en 2000, en mai 2000. Ils viennent dans l'armée de la libération du Rwanda, à lire. C'est vers les mai 2000. Dans cette armée, il y a eu des radicaux Hutus qui se sont dit, nous, c'est seulement récupérer notre pouvoir et les Tutsis ne peuvent pas nous diriger. Ça s'appelle le Hutu Power. Et
ce sont ces gens-là sur qui Kagame picle. Et si nous, Congolais... Mais pourquoi on n'a jamais demandé Kagame à dialoguer d'abord avec le Hutu? Non. Et c'est à nous qu'on demande les dialogues tout le temps. Non. Hein? Comment? C'est son moyen de business. Comment est-ce qu'il va vous dire que si vous voulez, faites ça. Non. C'est son moyen de business. C'est comme ça que lui se comporte pour faire que son truc soit juteux. Hein? Que sa demande ou ses conditions deviennent... un peu avec beaucoup de sauce. C'est sa stratégie, voyez-vous. Alors, si jamais le FDLR, autrefois, pour accompagner Diana, entre 2000 et 2007, il variait de 6 000 à 22 000. Mais en 2014, beaucoup sont partis, beaucoup sont entrés dans la société civile, beaucoup se sont dispersés. Ils sont, avec la guerre de Kabila et tout, ils sont retombés vers entre 7 000 et 2 500. Donc, ils ont beaucoup régressé. Mais déjà, en 2018, ils étaient aux alentours de 600 à 700. Donc, ceux-là qui sont opérationnels, notamment... Donc, quand ils sont restés à 7 000 ou 600, c'est déjà un travail facile. Ça vous permet de facilement les traquer. Mais c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que dans le gouvernement, qu'il y ait cette compréhension. Aujourd'hui, les derniers rapports de 2022 ou 2023, ils ne sont pas au-delà de 500. Ils sont entre 300 et 350. Et ces chefs-là sont identifiables. Notamment le général Foka. Un groupe de 500 présente a une réelle capacité de nuisance comme... Non, ce groupe n'a pas la capacité, mais c'est un moyen politique de chantage que nous refusons de comprendre. Maintenant, si l'armée demande au FDLR de déposer les armes, d'aller à la MONUSCO ou chez un chef coutumier ou un chef de localité, c'est-à-dire que l'armée connaît où se trouve le FDLR. C'est ça le problème. Allez. Je chute en disant ceci. L'armée connaît où se trouve le FDLR. Mais si nous savons que le général Foka, c'est lui le patron militaire, et Sylvestre le patron politique, il y a deux approches. Le Congo n'est pas de connivence avec les FDLR, comme le Rwanda l'accuse. Mais le Congo peut être des convenances avec le FDLR pour les faire déposer les armes et les amener à la table. Voyez-vous? Mais si nous sommes en train de tanguer, on nous dit que nous sommes des connivences, nous protégeons les FDLR, nous ne justifions pas que nous ne sommes pas des connivences, mais ils sont sur nos sols, nous conviendrons maintenant avec les FDLR de déposer les armes. C'est-à-dire quoi? La voie politique, le pouvoir des affaires étrangères, parce que ce sont des citoyens d'un autre pays qui sont sur nos sols, donc les affaires étrangères peuvent s'impliquer. On a le PDRS, ça c'est un mouvement de désarmement pour les Congolais. Donc il y a possibilité de créer un autre mouvement de désarmement pour nos frères Hutus, Rwandais vivants, sur le sol congolais, à ne pas confondre avec les civils Hutu-Rwandais qui ont choisi la RDC pour, comme deuxième patrie. Donc on ne doit pas prendre tous les Hutu-Rwandais et les renvoyer chez Kagame. Merci beaucoup, très cher Thierry Mukelekele. On est arrivé malheureusement à la fin. Franchement. Les bonnes choses ne dirent jamais. 30 secondes pour la conclusion. Qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement? Je crois qu'au niveau de la sécurité sur la question du FDLR, comme je dis ici, Kinshasa doit prendre la mesure de la chose. Parce que pour bien concevoir l'approche, il faut savoir quelle est l'orientation, encore la vision de l'autre à côté. On sait aujourd'hui que c'est un élément de chantage, on sait aujourd'hui que c'est un élément pour tirer les choses en longueur. Kinshasa doit se montrer conséquent. C'est vrai, je comprends que c'est dans ces dynamiques que Kinshasa avait accepté au niveau des Nairobi de pouvoir proposer un plan de mobilisation, de désarmement de FDLR, ce qui a été fait maintenant. Il faut voir la suite. À ces niveaux-là, je crois que c'est vrai que ça peut représenter un élément assez complexe, mais Kinshasa a tout le moyen nécessaire aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que ce préalable-là soit rempli, même si je me demande,
pour la plupart, au-delà des quelques responsables connus, pour la plupart aujourd'hui sont dissipés à gauche, à droite, et d'autres, selon certains experts, auraient même rejoint le mouvement rebelle, une petite branche qui aujourd'hui semble être plutôt en connivence avec la FCM 23. Au sujet de cela, qu'est-ce qu'on fait? Et la question qu'on ne pose jamais assez, c'est quand on parle de neutralisation de FDLR, quelle est la suite après? Parce que le problème n'est pas de neutraliser et réinsérer forcément dans la société congolaise, ça voudrait dire qu'ils constitueront toujours le problème aujourd'hui, encore après. Mais je pense également que c'est une question qu'il faut prendre en compte pour que dans le jour à venir, ça soit une question réglée définitivement. Allez, votre dernier mot. Bien, moi je pense que le président de la République a la manette en main, il a l'article 87, il peut court-circuiter Doha en faisant la mesure de grâce. Parce qu'il y a cet aspect politique des Baswahili. Le président peut passer par là pour gracier les Baswahili dans les prisons. Là, il n'y a pas de M23, il n'y a pas des généraux katangais, il n'y a pas des généraux, je ne sais pas, de la province orientale. Il y a l'ensemble des généraux que le chef de l'État estime qu'il faudrait qu'ils rentrent dans la vie normale et qu'ils réintègrent l'armée pour servir la nation. L'article 156 de la Constitution lui donne ce pouvoir-là. Donc, trop attendre Doha aussi fragilise le président de la République. En ce qui concerne les FDLR... Est-ce qu'on mise tout notre espoir sur Doha ou sur Washington? Sur Washington. C'est sur Washington. Mais je vous dis que pour que le président récupère la manette en main en ce moment-ci, c'est la voie de grâce, l'article 87. En ce qui concerne les FDLR, je l'ai dit, ce n'est pas tous les Hutus congolais qui sont FDLR. Et ce n'est pas tous ceux-là qui étaient dans l'armée de libération du Rwanda, qui se sont radicalisés. Aujourd'hui, eux-mêmes, dans le système des Nations Unies, ils ont réduit les nombres à moins de 500, 300 à 350. Le général Foka est connu de nos services. Au lieu de le traquer, il faut l'approcher, l'amener dans un processus que le président peut signer, mais qu'il mette des gens sérieux, pour qu'on amène Foka à identifier les moins de 300 personnes. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent qu'on peut aussi se servir des FDLR pour mettre à genoux le Rwanda? Non, c'est faux. C'est faux. Vous savez, quand un éléphant veut éviter le nid des fourmis, il ne piétine pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la force d'effacer ces fourmis-là. Il évite seulement que ces insectes-là ne viennent pas un dérangement à lui. Donc, à un moment, la main tendue du président de la République, il doit changer de stratégie. La voie du dialogue, c'est de parler avec le général Foka FDLR. Il va faciliter. Dès que le président a tous les documents de ces FDLR identifiés avec photo à l'appui, nous l'avions fait avec Gédéon. La majorité des Bakatakatanga ont un statut au niveau des services de sécurité en air des MIAP. Donc, quand un monsieur est arrêté Mukatakatanga, on doit aller à des MIAP, on vérifie. S'il n'est pas parmi ces gens-là, on dit que c'est un... donc, voilà. Donc, il y a possibilité d'aider le chef de l'État dans ce sens-là. Mais la prudence, c'est quoi? Que le président récupère ce dossier-là au niveau de lui, de la présidence de la République. S'il attribue ça au gouvernement, vous verrez les chefs Ouazalendo vont se convertir. Mais je vous dis, qui sont les chefs Ouazalendo? En matière d'argent, nous aurons des Hutus de Kinshasa ici pour travailler ces dossiers-là. C'est pourquoi le chef de l'État doit être prudent. Allez, merci beaucoup Thierry Mukelekele, observateur, espérant des questions sécuritaires. Merci de votre précieux temps. Merci aussi à Marc Gardidiana d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'y répondre. Allez, on se fixe rendez-vous tout à l'heure avec d'autres castings sur votre chaîne. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos contenus. Eh bien, c'est Politico, à force du détail. Tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs, Inch'Allah.